Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ETélé, sur l'émission Entretien ce dimanche. Ça se passe d'ailleurs tous les dimanches, vous le savez. Pour aujourd'hui, nous avons comme invité le professeur Albert Roloncourt. Il est professeur d'économie à l'université d'Abomey-Calavi. Il est maître de conférences agrégé. Nous allons revenir à lui tout à l'heure. Vous le savez, mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA se sont retrouvés le 3 décembre dernier à Dakar. Ce sommet s'est penché sur les modalités pratiques pour la mobilisation des fonds en vue de lutter contre le terrorisme dans l'espace. Il faut dire qu'à cette occasion, le chef de l'État, le béninois, le président Patrice Talon, avec certains de ses pairs et la directrice générale du Fonds monétaire international, ils ont donc participé à une conférence sur le développement durable et la soutenabilité de la dette. Au cours de cette conférence, je vous le disais tantôt, le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, a fait un plaidoyer remarquable sur l'insoutenabilité de la dette en Afrique. ETélé en parle ce dimanche avec notre invité, le professeur Albert Roloncourt. Professeur Albert Roloncourt, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Sinon, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur ETélé pour cet entretien qui va durer environ 90 minutes. Merci. Alors, professeur Roloncourt, vous êtes professeur donc d'économie. Pour parler de la dette, comment est-ce que nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est que la dette en fait? C'est ce que je voudrais dire. Bon, en termes techniques, oui, on dit que c'est un actif qu'on doit à d'autres personnes, oui, que l'État doit à d'autres personnes. Mais pour être plus prosaïque, c'est-à-dire moins technique, on va dire que la dette, c'est un emprunt cumulé sur plusieurs périodes, oui, et dont vous enlevez ce que vous avez remboursé. Je donne un exemple. Si l'année passée, vous aviez une dette cumulée de 100 milliards, lorsqu'on ajoute les intérêts, peut-être que cette année, ce sera 120 milliards. Mais si vous enlevez ce que vous avez payé, il va rester encore un stock de dette. Bien sûr. Et cela arrive parce que la dette a plusieurs caractéristiques. Il y a les intérêts que vous devez payer, mais la dette peut être, et l'emprunt peut être échelonné, son paiement peut être échelonné sur plusieurs années. C'est-à-dire vous empruntez 100 milliards, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, vous allez payer les 100 milliards. Ça peut vouloir dire vous payez un dixième des 100 milliards, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, quand vous vous endettez, il y a, ça s'accumule. Même si vous payez une partie, ça s'accumule. Donc, c'est la dette cumulée dont on parle souvent. On ne parle pas de ce que vous avez emprunté pour une année, mais ce que vous avez emprunté les années passées et que vous n'avez pas remboursé et qui s'ajoute à ce que vous avez emprunté cette année. Donc, c'est ça qu'on appelle la dette. Alors, ainsi défini, quel regard portez-vous, professeur Roloncourt, sur la dette des pays africains en général? Si on vous demande d'analyser un peu la dette des pays africains, que diriez-vous? Non, mais est-ce qu'un pays doit s'endetter? Oui, parce que, au fait, comment les États se financent? Les États ont pratiquement 4 sources de financement. Il y a les impôts, il y a la dette, mais quand on dit il y a les impôts et la dette aussi peut être de l'impôt aussi, parce que pour payer la dette après, il faut collecter les impôts chez les citoyens. Après, il y a ce qu'on appelle le seigneuriage, c'est-à-dire vous pouvez, si vous avez votre propre monnaie, vous pouvez imprimer de la monnaie, et comme la monnaie a un pouvoir libératoire, si l'État imprime de la monnaie, l'État peut payer ses dettes avec la monnaie. Donc, l'État peut faire ses achats avec cette monnaie-là, donc l'État peut créer de la monnaie ex nihilo, un peu du néant, pour pouvoir payer. Bon, cet aspect-là, ou cette possibilité est exclue de l'espace UEMOA, même si de façon indirecte, on peut dire que l'État crée un peu de la monnaie, mais c'est supprimé parce que ça a des conséquences inflationnistes qu'on ne contrôle pas toujours. Maintenant, il y a la quatrième option que l'État peut utiliser pour financer son développement, ce sont les recettes non fiscales. En fait, si on a du pétrole par exemple, ou bien si on a des entreprises publiques qui sont profitables ou rentables,
ce sont des possibilités d'avoir des ressources hors impôts. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. Mais sans oublier que dans la dette, je mets aussi un peu les dons, les appuis budgétaires des pays développés qui disent que, bon, on va aider votre pays, etc. Donc, voilà les différentes sources de financement du développement. Maintenant, à un moment donné, vous voulez faire un grand investissement de plusieurs milliards, mais vous ne pouvez pas avoir les recettes pour une année. Si vous voulez collecter les impôts qui correspondent à ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut investir d'abord et progressivement, avec la croissance et avec le développement des activités des citoyens, vous allez collecter les impôts. Et parfois, ça va arriver sur des dizaines d'années. Donc, si vous voulez mettre l'infrastructure en place, il faut pouvoir trouver les moyens. Et c'est pourquoi les États sont obligés de s'endetter souvent. Maintenant, quand on s'endette et la dette s'accumule, quelles sont les conséquences? C'est que vous payez l'impôt. Vous payez le service de la dette. Vous devez payer une partie de la dette plus les intérêts. Maintenant, pour payer ça, vous avez besoin de prendre ça sur les recettes fiscales que vous avez. Or, si la dette est excessive et que votre service de la dette est élevé, ça pose un problème parce que ça voudrait dire que vous allez taxer plus vos citoyens, ce qui est un problème. Parce que si vous taxez plus, il n'y a plus de consommation, donc ça peut poser problème. Ou bien vous diminuez vos dépenses. Or, tout le monde sait que dans nos pays où les dépenses de l'État font plus ou moins 25% du PIB, ça peut être un gros problème. Et surtout dans certains secteurs où c'est l'État qui dépense le plus, comme les routes, etc., ça risque d'entraîner ce qu'on appelle la récession. Donc, si vous avez une dette trop élevée et à des moments donnés, vous devez solliciter vos recettes, trop solliciter vos recettes, ça peut poser un problème. C'est pourquoi on contrôle l'endettement. On ne peut pas s'endetter comme on veut. Il faut pouvoir avoir la possibilité de payer. Maintenant, si je reviens à votre question précise, à savoir comment je vois la situation de la dette dans nos pays, est-ce qu'on est vraiment surendetté? Il y a deux réponses que je peux donner. La première réponse, c'est que ça dépend des pays. Peut-être qu'on peut dire en moyenne, on est peut-être surendetté, mais il y a des spécificités. Vous voyez le Bénin, par exemple, au plan de l'UEMOA, on a dit que si vous ne dépassez pas 70% de la dette accumulée par rapport au PIB, vous n'êtes pas trop endetté. Or, le Bénin était autour de 54-55% et avec ce qu'on a appelé le rebasage, c'est-à-dire on a recalculé le PIB, on est autour de 40%. Donc, on est assez loin de 70%. Et là, on ne peut pas dire que le Bénin est surendetté. Mais quand vous prenez un pays comme le Togo, les autres ils sont au-delà de 70%. Donc, ça, on peut dire que les autres, ils sont surendettés. Donc, ça dépend des pays. Maintenant, deuxième chose, le second aspect qu'on peut voir pour la question, c'est que, est-ce que les États ont des instruments qu'ils peuvent utiliser pour dissimuler la dette, pour cacher la dette? Là, il y a le débat que, par exemple, si vous voulez construire une route et que vous êtes dans un partenariat public-privé, vous pouvez confier ça à un privé pour dire vous construisez et après je vais vous rembourser. Maintenant, si c'est le cas, normalement, c'est une dette intérieure. En tout cas, c'est une dette que vous devez comptabiliser. Mais si vous êtes dans un partenariat public-privé, vous dites à quelqu'un de construire une infrastructure et la personne va se faire financer par les redevances. Là, la dette n'incombe pas directement à l'État. Mais dans cette situation, vous pouvez lui donner une garantie. Et à un moment donné, si l'entreprise n'est pas rentable ou s'il y a des problèmes, il peut solliciter la garantie. Et à partir de ce moment, certains pensent que quand l'État donne des garanties souveraines, c'est-à-dire des garanties de l'État, ça peut être une manière de cacher la dette à travers des mécanismes de partenariat public-privé. Donc il faut voir cet aspect aussi. Peut-être qu'en comptabilisant ces aspects-là, peut-être que le taux d'endettement dont nous parlons maintenant par rapport au PIB, ça peut être un peu plus élevé. Et c'est pourquoi certains peuvent dire, on a quand même, pour le Bénin par exemple, on peut dire qu'on n'est pas surendetté, mais peut-être qu'en comptabilisant un certain nombre de choses,
on n'est pas peut-être à 40%, on peut être un peu plus. Oui, professeur Ronco, y a-t-il un moyen pour contrecarrer, pour contenir son endettement? Comme vous l'avez dit, y a-t-il des moyens pour en tout cas mesurer, canaliser, contenir l'endettement de pays? Oui, absolument. Vous avez une stratégie d'endettement. Bon, on ne s'endette pas pour s'endetter. Maintenant, pour surtout contrôler l'endettement, c'est d'être rigoureux avec soi-même et de dire, je ne vais pas m'endetter pour investir dans des projets de prestige qui ne sont pas directement rentables. Parce que si vous investissez dans un projet rentable, c'est qu'il y a croissance de l'activité, une croissance économique. Et quand il y a croissance économique, si le PIB augmente, les impôts vont augmenter automatiquement. Parce que si on multiplie le taux par la richesse que vous créez, les impôts vont augmenter automatiquement et vous allez payer votre dette. Donc, la première recommandation qu'on peut donner aux États, c'est de ne pas investir dans des projets de prestige, d'investir dans des projets qui ont un retour sur l'investissement assez élevé. Quand on dit assez élevé, on parle de l'État, parce qu'il peut y avoir certains projets sociaux dont la rentabilité n'est pas très directe, mais de contrôler son portefeuille de telle sorte que les activités de prestige ne dominent pas, ou les activités de consommation qui n'ont pas d'impact direct, en tout cas qui n'ont pas une rentabilité directe, ne soient pas faits, ces investissements sociaux-là ne soient pas faits au détriment des investissements directement productifs. D'accord. Alors, nous aurons le temps de revenir plus amplement sur ces différents aspects. Le président de la République, Patrice Talon, au cours de cette conférence qui a abordé le développement durable et les dettes et la dette insoutenable ou la soutenabilité des dettes. Alors, quelle appréciation faites-vous du message du chef de l'État qui a abordé essentiellement deux points importants? Le premier point, il a fait une étude de ce que le mois, les pays africains de l'espace du mois présentent. Alors, sur ce premier point, quelle appréciation faites-vous en tant que professeur d'économie, spécialiste des questions économiques, même macroéconomiques, oui, pourquoi pas? En fait, le discours de l'État, bon, comme je l'ai dit par ailleurs, j'ai dit, on peut l'analyser sur les trois plans du discours. Parce que quand vous prenez un discours, il y a ce qu'on appelle le pathos, c'est-à-dire, est-ce que c'est un discours empathique? Est-ce que c'est un discours qui reflète la réalité des citoyens? Est-ce que les citoyens se retrouvent dans le discours? Oui. Donc, il y a ce côté du discours qu'il peut voir. Mais il y a le discours logique aussi, à savoir si ce que le président est en train de dire est logique. Donc le logos du discours qu'il faut quand même analyser et voir ce que le président est en train de dire. Et puis, il y a un troisième aspect qu'il faut voir, à savoir l'athos du discours, à savoir si le président a l'autorité de dire ce qu'il est en train de dire. Moi, quand je prends le premier aspect, est-ce que c'est un discours empathique? Est-ce que c'est un discours qui présente le chef de l'État comme un courtier du développement? Parce que dans un monde globalisé, les chefs de l'État doivent négocier le développement pour leurs citoyens. Est-ce que le chef de l'État se comporte comme cela? Je dis oui. Parce que il a fait un discours pour dire nous voulons de la dette moins chère pour pouvoir développer nos pays. Nous voulons que les thèmes soient allongés. Nous ne voulons pas que vous appréciez mal nos projets. Ouais, et que vous leur attribuez excessivement de risques pour nous vendre de la dette un peu plus chère. Donc, je suis parfaitement d'accord. Et ça reflète réellement la réalité. Tous les citoyens sont d'accord pour ça. Maintenant, quand vous prenez la logique du discours, c'est extrêmement important aussi parce que ce qui fait une grande composante de la soutenabilité de la dette, à savoir, est-ce que vous êtes capable de payer la dette? C'est bien sûr les taux d'intérêt. Parce que vous savez, un État peut accumuler de la dette si un État peut devoir, par exemple, disons, 1000 milliards. D'accord? Et puis l'année prochaine, il y a les intérêts qui s'ajoutent. Si cet État est capable de payer les intérêts, il peut encore s'endetter ailleurs de 1000 milliards, payer les autres milliards et toujours garder la dette stable de 1000 milliards d'année en année. Donc ça ne pose pas de problème pour l'État. Ce n'est pas comme un citoyen qui s'endette et que cela a un risque
de rentabilité de son activité, que l'activité ne marche pas, lui ne peut pas payer. Mais l'État lui collecte les impôts et peut utiliser ces impôts-là pour payer sa dette. Donc, l'élément crucial, l'élément qui est au cœur de la soutenabilité de la dette, c'est bien sûr les intérêts. Et le chef de l'État, logiquement, avait raison de parler de l'intérêt, à savoir que nous voulons avoir de la dette à un coût faible. En Europe, pratiquement les gens empruntent sans taux d'intérêt, même si c'est à 1%, et qu'on pense que chez nous, il y a beaucoup plus de risques, et qu'on ajoute 2%, 1%, on peut être à 2 ou 3%. Et que sur cet aspect, quand on analyse les 5% qu'on nous fait, ou les 6% qu'on nous fait sur les obligations européennes, on peut dire que c'est trop élevé. Là, il y a cette logique du discours qu'il faut avoir. Maintenant, il y a le dernier aspect du discours qui est l'athos, à savoir celui qui parle. Est-ce que dans son propre environnement, et quand je parle de l'environnement du chef de l'État, je parle de l'UEMOA, comment ça se passe? Et c'est là où cet aspect-là, on peut bien critiquer cet aspect du discours, à savoir que quand vous êtes dans l'espace UEMOA, par exemple, le taux usuraire, c'est-à-dire le seuil du taux effectif global qu'une banque ne doit pas dépasser pour être taxée de pratiquer des taux usuraires, c'est 15%. Et pour une institution de microfinance, c'est 24%. Et pour ce que l'État lui-même mobilise sur le marché des bons de trésor ou bien des obligations, c'est 6 ou 7%. Donc on peut leur dire, mais sur votre propre territoire où on a ces taux élevés, c'est-à-dire que le marché lui-même dit déjà que vous êtes dans une situation risquée et que vous pratiquez des taux de 15% ou de 24%. Pourquoi vous allez nous dire que nous qui vous prêtons de l'argent à 5-6%, que c'est trop élevé? Et dans ce cas, l'autorité du discours n'est pas tenable. Parce que dans votre propre espace, vous pratiquez des taux élevés, reflétant un niveau de risque élevé. Parce que ce que les gens pensent en général pour le crédit, c'est que quand le taux d'intérêt est élevé, c'est qu'il faut que le projet soit excessivement rentable. Il faut que le projet soit essentiellement... Et les projets qui sont très rentables, ce sont des projets risqués. C'est-à-dire, comme on peut dire, c'est comme de loterie. Vous gagnez le gros lot ou vous ne gagnez rien. Donc les projets qui sont très rentables, ce sont des projets très risqués. Et à des taux d'intérêt trop élevés, les gens voient que chez vous, il n'y a que des projets risqués. Et ça peut donner un signal aux Européens pour dire non, nous ne pouvons pas leur donner une dette à 1%, 2% parce que nous risquons de tout perdre et que ça donne cette taux-là. Donc c'est au niveau de l'autorité du discours qu'on peut créer. Je disais que c'est heureux d'ailleurs que ça pose problème. Ça veut dire que le chef de l'État lui-même est conscient que les conditions de prêt à l'intérieur de l'espace n'est pas très intéressant ne sont pas très intéressants pour l'activité économique. Et à partir de ce moment-là, quand lui-même il a fait un discours à l'international de cette manière et qu'il a su que ce discours-là a été apprécié, à l'intérieur, il doit donner suite à ce discours, à savoir comment faire en sorte que les taux soient plus bas dans l'espace UEMOA et que ça reflète l'idée que les locaux ont pour le risque. Et que ça ne rejaillisse pas à l'international. J'ai dit, bon, si les taux sont si élevés dans l'espace, ça veut dire que les projets sont très risqués et que si on doit aller investir là-bas, il faut des primes de risque plus élevées. Très bien. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le taux de risque sur le plan local soit ce que vous proposez, pour que tout le monde se sente vraiment à l'aise pour le financement, pour faire des opérations, des mouvements et tout? Quand on parle de taux de risque, c'est bien un peu différent de dire comment faire pour que le taux d'intérêt soit plus faible. Maintenant, parce que quand vous parlez du risque, il y a deux aspects du risque. Il y a ce qu'on appelle les risques économiques, mais il y a les risques politiques. Quand on parle des risques économiques, les deux vont du pain. Oui, est-ce que l'environnement des affaires est assez stable? Est-ce qu'on n'est pas dans un espace confiscatoire où vous pouvez avoir une entreprise et l'État va tellement l'imposer que vous n'aurez pas une certaine rentabilité? Est-ce que
le domaine du foncier est stabilisé, de telle sorte que quand vous faites un investissement pour lequel il y a une bonne part du foncier, les gens ne vont pas venir vous exproprier. Donc, il y a tout cet aspect de l'environnement des affaires sur lequel il faut travailler. Ou bien si vous avez un litige commercial avec quelqu'un, est-ce que les tribunaux commerciaux ont la diligence nécessaire pour régler le problème? Et si une banque prête de l'argent à un privé, que le privé a les moyens, refuse de rembourser, est-ce qu'il y a des dispositifs d'exécution qui sont diligentes et qui peuvent permettre, aux débiteurs de rembourser facilement la banque? Je crois que ce sont des aspects économiques qui sont extrêmement importants et sur lesquels il faut travailler pour montrer aux gens que l'environnement économique n'est pas risqué et que le climat des affaires est très bon et que les litiges se résolvent très facilement et qu'on peut avoir confiance aux gens, non seulement en faisant des affaires avec eux, mais en leur prêtant de l'argent ou en hypothéquant de l'argent dans des projets. Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a l'aspect risque politique aussi. Vous savez, si vous êtes dans un espace et vous avez peur que un jour les terroristes peuvent arriver et que ça va entraîner une migration de la population vers d'autres ou bien qui vont sortir, ou bien dans une zone où des gens ont des plantations ou des investissements, les terroristes vont arriver de telle sorte que les gens vont fuir la zone et leurs investissements seront perdus. Ou que dans un pays, il y a des risques politiques de telle sorte qu'il peut y avoir des troubles qui vont arrêter les activités. Là, vous dites que c'est un pays risqué et vous ne prêtez pas pour le pays. Ou bien si vous le prêtez, vous mettez une prime de risque assez élevée en se disant, bon, ça me permet d'amortir mon capital en peu de période pour ne pas avoir de problème. Est-ce que c'est pas ça que certains pays africains sont en train de vivre là maintenant? Parce que ça a été abondamment évoqué au cours ce n'est pas par un hasard que les gens ont lié la conférence au terrorisme. Parce qu'avec ce qui se passe au Burkina, au Mali, dans une moindre mesure, ce qui s'était passé au Bénin pour les aspects politiques, en Côte d'Ivoire, tout ça, ça élève le risque. Et les gens n'ont pas trop confiance au lendemain. Et à partir de ce moment, ils peuvent avoir des comportements qui ajoutent une prime de risque trop élevée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a remarqué que les chefs d'État l'ont dit, le président Patrice Talon l'a dit, le président Macky Sall aussi, le président Ouattara aussi l'a dit. Aujourd'hui, ce risque est tellement fort que quand même, il y a certains qui essayent de faire le ménage dans leur maison, c'est-à-dire et faire des investissements qui pourront vraiment faciliter, mettre ces investisseurs-là en confiance, au lieu qu'ils demandent 30 à 40% de choses. Oui, bon, évidemment, comme le président le disait, il dit dans nos environnements, les gens veulent des taux de rentabilité interne de 30 à 40% avant d'investir, alors qu'en Europe, si on a 10%, c'est beaucoup, et les gens courent derrière. N'a-t-il pas raison? C'est pas une bonne appréciation. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand le risque est élevé, les gens veulent avoir un délai de récupération assez faible. C'est-à-dire que au lieu de prêter de l'argent pour 10 ans, 20 ans, il dit, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, si je peux prêter et récupérer automatiquement. Ça va me permettre de ne pas subir le risque. Donc, ceux-là, ils évaluent le risque. Or, pour évaluer le risque, ce n'est pas ce que les chefs d'État disent que les gens vont écouter. Ils contrôlent d'autres signaux. Ils voient, bon, ils ont d'autres informations auprès du secteur privé, auprès des analystes du risque, pour dire, bon, dans cet environnement-là, les chefs de l'État parlent, mais eux autres, ils ne peuvent que dire que nous n'avons pas de risque et que nous ne sommes pas si risqués. Mais quand vous voyez l'environnement, que disent les signaux? Est-ce que les signaux nous permettent d'investir ou pas? Donc c'est en cela que les chefs de l'État, pour parler en guillemets, peuvent avoir la parole facile, mais ce sont les signaux, leur comportement qui vont dicter à l'international l'appréciation de leur pays. Ok. Et le président de la République a aussi dit dans son discours qu'il y a de l'argent
l'argent existe, mais que l'aide au développement n'existe pas véritablement, s'il faut voir ce qui se passe. Oui, non, bon, le président a traduit un peu une boutade des Américains. Ils disent trade but not aid. C'est-à-dire nous voulons faire des affaires ou le commerce, mais nous ne voulons véritablement pas aider. Ça fait qu'au niveau international, tout ce qui est don, tout ce qui est préconcessionnel, c'est complètement raréfié. Et les gens veulent qu'on exploite les marchés officiels. Le Bénin est allé sur le marché européen des obligations, vous voyez, et le Bénin est sur le marché de l'UEMOA, des titres UEMOA qui permettent à l'État de mobiliser des emprunts, etc. Donc, le gouvernement est en train de dire, bon, avant, avec les fonds de la Banque mondiale qu'on appelle le fonds de l'Association internationale de développement, le fonds AID, où on avait des prêts de 40 ans avec une forte composante dont ces prêts-là se raréfient ou ne sont pas à la mesure des défis de développement que nous avons. Donc nous sommes obligés d'aller sur le marché international. Et voilà que ces marchés-là surévaluent le risque sur nos marchés et nous prêtent à des taux d'intérêt élevés. Il faut avoir une meilleure perception de nos marchés pour qu'on puisse avoir des crédits à des taux d'intérêt faibles. Donc c'est toujours un plaidoyer. Et c'est ça que je vous dis. Maintenant, quand on finit de faire le plaidoyer, on dit, bon, techniquement, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Et c'est là où... selon vous, on pourra Alors, il a également proposé qu'il y ait, c'est-à-dire qu'on invente de nouveaux instruments pour accompagner, bien sûr, les besoins de financement en Afrique. Donc, en termes techniques, qu'est-ce qu'il faudra dire? Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Bon, quand on parle de nouveaux instruments... C'est-à-dire, est-il en train de parler là d'un plan Marshall pour accompagner les pays ou qu'on le sait qu'ils décident? Bon, ce serait un bon instrument, mais je crois que, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup lu dans la pensée du chef de l'État, mais je crois qu'au niveau du partenariat public-privé, on peut avoir de très bons instruments. Parce qu'il y a certains privés qui ont des moyens et qui peuvent investir en Afrique et qui peuvent, dans un partenariat public-privé, financer le développement. Peut-être que le chef de l'État est en train de voir de ce côté. Puis on a une loi sur le partenariat public-privé qu'on peut bien exploiter à cet effet. Très bien. Alors, si vous le permettez, professeur Onoko, nous allons revenir ici sur le contenu du message du chef de l'État. Écoutez ensemble le discours du chef de l'État à Dakar, un discours, je l'ai dit, qui est apprécié de tous. Nous allons l'écouter revenir sur ce plateau. En ce qui concerne la mauvaise perception du risque, nous sommes malheureusement tributaires dans les emprunts que nous faisons sur le marché de la perception même des institutions de référence. Je voudrais m'adresser un peu à la directrice du Fonds monétaire international pour lui dire que nous faisons de l'exhortation pour une bonne perception de risque en Afrique, mais les institutions multilatérales ne nous aident pas dans ce domaine et font seulement des discours. Et je vais donner un malheureux exemple, c'est celui de l'OCDE qui, sur une échelle de 0 à 7 dans la présentation du risque, classe la plupart des pays de la sous-région africaine en degré 6, je crois. Il n'y a que tout récemment, en octobre, là, que le Sénégal a été un peu mieux classé et passé à 5. Mais le Sénégal est un pays qui connaît une stabilité politique depuis les indépendances, qui honore ses engagements, et moi je ne vois pas pourquoi, s'il faut reclasser les gens ces derniers temps, le Sénégal serait maintenu à 5. Le Bénin est à 6. Le Bénin, je crois le Togo, la Côte d'Ivoire sont à 6 sur l'échelle de risque par l'OCDE. Et cela engendre automatiquement une fixation des risques, de la prime de risque de 12 points. Le Bénin est allé sur le marché financier il n'y a pas longtemps, un eurobond,
nous avons fait quelque chose que nous avons trouvé extraordinaire. Nous sommes sortis à environ à 5%. Mais théoriquement, aujourd'hui, nous devrions être capables d'emprunter à 1%. Et si cette caricature que le marché a et qui est renforcée par des institutions aussi importantes, si ce n'était pas le cas, la France va sur le marché aux environs de 1%, nous pourrions être aussi à 2 ou à 3, mais pas à 5, pas à 6, pas à 7%. Aujourd'hui, le taux de l'argent sur le marché bancaire est négatif. L'argent est disponible en excès. Et nous sommes théoriquement en mesure de mobiliser cet argent à sa valeur réelle de loyer s'il n'y avait pas une si mauvaise perception du risque. Deuxièmement, cette perception engendre également un autre fait, c'est qu'on ne peut pas emprunter à long terme. Aujourd'hui, le maximum qu'on peut obtenir, c'est 10-12 ans, avec peut-être 3 ans différés de construction. Et dans les meilleurs des cas, nous sortons à 15 ans. Comment vous voulez financer une centrale hydroélectrique avec un emprunt à 15 ans maximum? Vous ne pouvez pas financer les infrastructures de transport, de distribution d'énergie avec un crédit à 6 ou 7% à 15 ans. Le kilowattheure qui sera produit sera incompatible avec l'exigence de compétitivité qu'exigent les industries. Vous voulez développer l'industrie en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Niger, vous allez avoir un taux d'électricité qui est 2 fois celui qu'on a en Chine. 3 fois, même pas 2 fois, 3 fois le taux du kilowattheure en Asie. Et ça, une bonne partie, sinon l'essentiel de ce travers est lié à cette mauvaise perception qui fait qu'on ne peut pas avoir de crédit long, les taux sont élevés et les investisseurs privés, quand ils viennent investir dans nos régions, demandent un rendement de 40%, 30%, alors que dans le monde aujourd'hui, les rendements de l'argent en investissement sont de 8%. Quand on a 10% dans le monde, c'est le jackpot. En Afrique, on demande d'avoir 30%, 40% de rendement. Ce sont autant d'éléments qui font que nous avons du mal à nous endetter alors que l'argent existe et la dette est devenue le seul moyen, le principal moyen de financer le développement parce que l'aide de développement n'existe plus. Tout à l'heure, le président Ouattara a parlé des crédits concessionnels. Mais le marché privé aujourd'hui est capable de faire du crédit concessionnel. Puisque nous pouvons avoir du crédit à 1%, nous pouvons avoir du crédit à 30 ans. Il n'y a que la partie don qui n'existe pas dans le crédit privé. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons le malheur de nous réveiller trop tard dans un monde où la plupart des pays ont fini de construire les infrastructures de survie. L'eau, l'électricité ne sont plus des questions qu'on se pose en Europe. Aujourd'hui, nous, boire de l'eau est quelque chose qui paraît mystérieux, sinon pas mystérieux, paraît magique, pour que toutes nos populations aient de l'eau potable. C'est le genre d'investissement que les autres ont eu à réaliser depuis le temps passé où le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui confrontés à cela. Mais nous avons un autre avantage. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'argent existe en abondance et en excès. Il faudrait que les institutions de référence notamment n'aggravent pas la mauvaise perception du risque d'investissement dans la sous-région, tout au moins. Sinon, l'idéal serait qu'elles soient capables d'inventer de nouveaux instruments pour accompagner les besoins de financement auxquels nous sommes confrontés. Il y a également un autre aspect que je voudrais aborder rapidement, ce sont les critères de convergence. Aujourd'hui, nous avons adopté cela aussi au sein de l'UMOA, qu'il ne faut pas que le déficit public dépasse 3% du PIB, il ne faut pas que la dette cumulée dépasse 70% du total du PIB, mais en réalité, ces critères ne peuvent pas nous permettre de nous développer, ce n'est pas possible. Si la France estime que limiter ce grand pays à 3% de déficit par rapport au PIB est quelque chose qui ne facilite pas le maintien du développement de la France, comment un tel taux de déficit peut nous permettre de nous développer, nous qui avons tout à construire? Donc, je voudrais prier le président Ouattara, qui est le président des 6 de l'UMOA, que les réflexions s'engagent au sein de notre institution pour réviser même ces critères différents et avoir la bénédiction du FMI, la bénédiction de la Banque mondiale, pour que nous puissions avoir ces choses-là. Nous pouvons, chers amis, avoir un déficit
public supérieur à 3% et avoir de la dette soutenable. Le président Macky Sall a parlé tout à l'heure de l'investissement possible en equity, en capital, pour une exploitation gazière ou pétrolière, et a dit, mais il faut beaucoup d'argent pour être au capital, pour ne pas se contenter que de la portion congrue des royalties. Mais si vous n'avez pas du cash pour prendre des investissements en capital, faire des investissements en capital, vous pouvez aller emprunter de l'argent pour un rendement de 20-30 points et payer 4% de taux de dette. Et vous gagnez de l'argent, cette dette-là peut être remboursée, cette dette est soutenable. Mais une telle dette, bien que soutenable, vous ne pouvez pas l'obtenir aujourd'hui parce que vous allez faire déraper le critère de convergence de 70% de votre PIB. Et aujourd'hui, moi j'ai constaté malheureusement ces dernières années où nous avons beaucoup de spectacles avec le FMI, que le FMI refuse d'apprécier, d'examiner la qualité de la dette, c'est-à-dire la qualité de l'investissement que la dette veut financer. Parce qu'on peut faire un investissement qui est tellement rentable que ça génère de la richesse, des revenus sur le long terme. Alors, quand vous voulez mobiliser une telle dette et que ça génère un dérapage des critères de convergence, le FMI me dit non, moi je ne sais pas apprécier une qualité de dette. Je ne sais pas voir si une dette permet de gagner de l'argent sur 10, 20, 30, 40 ans et quel est le niveau de ressources que ça peut engendrer. Ça, c'est l'affaire de la Banque mondiale. Vous avez la Banque mondiale, elle vous dit, moi, mon rôle n'est pas d'apprécier la soutenabilité de la dette. Je ne sais pas, c'est pas dans mon rôle. Eh bien, du coup, nous sommes dans l'impasse. Celui qui a le pouvoir d'apprécier la soutenabilité de la dette, sa viabilité, dit, ce genre de calcul de qualité, je ne sais pas le faire, c'est pas dans mon rôle. Celui qui sait le faire dit, c'est pas mon rôle d'analyser la dette. Alors, nous sommes dans l'impasse, donc on nous empêche, même quand l'opportunité de financer un projet viable, intéressant, créateur de richesse existe, nous sommes bloqués. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, exigent de nous tous, notamment des institutions, qu'il y ait une refonte de la réflexion et des modèles d'analyse, non seulement de la viabilité de la dette, de la soutenabilité, et également des critères de convergence. Je voudrais, prenant tout le monde à témoin, prier les institutions comme le FMI, comme l'OCDE, à évoluer un peu donc dans l'analyse de ces critères-là et nous permettre d'aller sur le marché privé pour nous développer. Merci. Voilà, c'était donc le président de la République, le président béninois, Patrice Talon, à la conférence sur le développement durable et l'insoutenabilité des dettes à Dakar le mardi 3 décembre dernier. Professeur Loncourt, nous avons à nouveau écouté de fond en comble le président de la République qui est dans un langage clair et assez confiant, à expliquer à la face du monde ce qui doit être des dettes. Là, il a dit que les pays ont du mal à s'endetter. Et pourtant, c'est le seul moyen par lequel il faut évoluer. Comment appréciez-vous cela, professeur Ronco? Oui, bon, vous savez, l'homme n'aime pas beaucoup de contraintes. Hein. C'est l'homme, de façon générale, n'aime pas beaucoup de contraintes. Mais parfois, les contraintes constituent une bonne chose, parce que s'il n'y a pas de contraintes, tout le monde peut aller dans tous les sens. Quand vous prenez les critères de convergence, oui. On a dit, dans le mois, la dette ne doit pas dépasser 70% du PIB. J'écoutais une émission où Ouattara disait que c'est 48% en Côte d'Ivoire. Au Bénin, je vous ai dit tout à l'heure que c'est autour de 40% quand on tient compte du rebasage. C'est au Togo que c'est 70%. Mais il y a d'autres critères. Il y a le déficit. Le déficit, ça ne doit pas dépasser 3%. En 2018, le Bénin était à 4 et quelques pourcents. Maintenant, en 2019, on tablait sur 2, et quelques pourcents. Bon, maintenant, avec la crise avec le Nigeria, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais pourquoi? Parce que le déficit est intimement lié aussi à la soutenabilité de la dette. Parce que si vous financez c'est le déficit qu'on finance, pas la dette.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle le déficit? Vous faites les dépenses moins les recettes que vous avez. Quand vous voyez les recettes fiscales que le Bénin a, et puis vous voyez les dépenses que le Bénin a programmées, vous faites la différence. Vous avez le déficit qui doit être financé par la dette. Maintenant, si on autorise un déficit élevé, disons de 10%, de 20%, ça veut dire qu'on autorise le Bénin à s'endetter beaucoup plus. Or, si vous vous endettez et que vous n'avez pas un surplus, quand vous faites vos recettes, fiscales, moins les dépenses en taux d'intérêt, si vous n'avez pas un surplus, ce qu'on appelle un surplus primaire assez élevé pour rembourser vos dettes, là, votre dette ne serait pas soutenable. C'est pourquoi on contrôle ces éléments-là. On les contrôle pour pouvoir permettre aux États de ne pas trop courir pour devenir insolvables. OK. Et deuxième aspect, on contrôle un certain nombre d'éléments aussi comme la masse salariale, le taux de masse salariale sur les recettes fiscales, pour que les États, dans un espace où vous devez échanger, que les États ne trichent pas. Parce que le Bénin peut, par exemple, payer énormément ses fonctionnaires, faire déraper le déficit, et puis attirer les meilleures ressources de la Côte d'Ivoire, ou bien subventionner ses acteurs, produits à prix faible et exporter vers la Côte d'Ivoire. Là, ce serait illégal à l'intérieur de l'espace. Pour éviter tout ça, on dit que tous les pays doivent converger vers des critères. Maintenant, est-ce que ces critères sont trop restrictifs? Ça, c'est un débat technique qu'on peut faire à l'intérieur de l'UEMOA pour dire est-ce que 70% de taux de dette, est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que 3% de déficit, est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que 3% d'inflation, est-ce que c'est trop élevé? Encore que la zone UEMOA a choisi de ne pas, c'est-à-dire de contrôler l'inflation de façon stricte, parce que parfois on a des taux d'inflation négatifs. Or, plus on finance le développement et que la structure productive ne permet pas de répondre, plus on va avoir d'inflation. Donc, dans l'économie, les choses sont tellement liées que c'est très compliqué. Parce que de façon simple, on peut dire il faut relâcher les choses, il faut faire tout, mais il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte, tels que le taux d'inflation, tels que la soutenabilité de la dette, et ainsi de suite. Quand même une marge, une part de vérité dans ce qu'il évoque. Oui, parce que, il y a plusieurs comparaisons. Une comparaison, par exemple, c'est de dire, la France dit que cette affaire de déficit-là, il faut revoir ça. Et que dans l'espace là-bas, d'accord, ça c'est une première comparaison. Une seconde comparaison, c'est dit, sur le plan d'accumulation du capital, eux autres, ils ont dépassé un certain niveau où ils n'ont plus de problème d'électricité, de problème d'eau potable, et que pour eux, ça ne pose pas plus de problème, alors que chez nous, on a besoin de tout ça et qu'il faut se développer plus rapidement. Il l'a dit, il a expliqué tout ceci. Oui. Mais c'est que quand vous prenez l'économie française et que vous prenez leur monnaie, tu vois, quand quelqu'un amène l'euro dans notre espace, les gens vont prendre l'euro facilement. Quelqu'un vous donne l'euro, vous prenez, et que eux autres, parfois, surtout les États-Unis, ils peuvent se faire financer par le seigneuriage sans le dire. Même si, quand on prend le cas spécifique de l'Europe, ils sont dans un espace où tout ça là est contrôlé. Mais quand les États-Unis impriment le dollar et nous paient avec ça, nous sommes contents, parce qu'avec le dollar, on peut acheter. Mais ce n'est pas la même chose pour nos économies où on a le CFA. Donc, on a des économies qui ont des monnaies extrêmement faibles, d'accord, et qui sont moins productives, de telle sorte que comparer le Bénin à ces pays-là, ce n'est pas tenable. Par contre, si on compare peut-être le Bénin à l'Afrique du Sud, le Bénin au Nigeria, le Bénin au Maroc,
ou à certains pays latino-américains, je serais encore plus à l'aise. Mais quand vous comparez le Bénin aux pays européens, vous dites, ils ont déjà 100% de PIB de dette, ou 200%, et pourquoi pas nous? Ce n'est pas tenable. Pourquoi est-ce que le FMI refuse de reconnaître les critères comme non, on ne refuse pas de refuser. Ils se fondent sur nos propres critères que nous avons définis. Vous avez dit que vous ne pouvez pas dépasser 3% de déficit, 70% de PIB. Si vous devez vous endetter pour que ça sorte de ce cadre, on n'est pas d'accord avec vous. Maintenant, si vous revoyez les critères, et on voit que la révision est intelligente et techniquement tenable, là, nous allons commencer par tenir compte des nouveaux critères. Je crois que c'est pourquoi le chef de l'État interpellait un peu le président d'exercice de l'UEMOA, c'est-à-dire le président Ouattara, pour dire, bon, est-ce que chez nous aussi, on ne va pas revoir un peu les choses à l'interne? Parce que les critères de convergence, tout ça, ne sont pas déterminés par le FMI et la Banque mondiale, c'est déterminé par nous-mêmes à l'intérieur ici. Maintenant, si on les revise, là, quand la Banque mondiale va venir pour voir nos critères, il peut dire, bon, voilà vos nouveaux critères, et c'est sur cette base-là que nous allons travailler. Alors, professeur Lonkou, selon vous, quel est l'avenir du CFA aujourd'hui, dans tout ce qu'on est en train de dire? On a un projet pour 2020, j'espère que ça va venir, on a l'écho, donc pour moi, bon, le CFA c'est une monnaie, pour moi, qui marche en dehors de l'aspect colonial que les gens soulèvent à bon escient, dont la définition a traîné. Au départ, on a dit franc des colonies françaises d'Afrique. Après, on a dit franc de la communauté financière d'Afrique. Les gens voient toujours la colonisation. Mais est-ce que le franc CFA joue ces différents rôles? La monnaie a trois fonctions. Ça doit servir d'intermédiaire d'échange, unité de compte, réserve de valeur. Est-ce que notre monnaie joue ces rôles-là? Pour moi, oui. Maintenant, est-ce que nos banques centrales ont appris à gérer la monnaie? Est-ce que nous sommes suffisamment responsables pour donner d'indépendance à la Banque centrale, pour qu'il n'y ait pas d'ingérence politique, pour que nous rentrions dans le seigneuriage, c'est-à-dire le financement de l'économie par l'impression de la monnaie, avec ces séquelles inflationnistes? Si nous sommes prêts, il n'y a même pas de problème, on peut tout gérer nous-mêmes et nous en sortir. Moi, je pense que la clé de cette gestion, c'est de créer une banque centrale forte et qui a assez d'indépendance par ses mécanismes institutionnels, de telle sorte que les chefs de l'État ne veulent pas financer le développement par la planche à billets, c'est-à-dire par le seigneuriage. Vous voyez, quand vous voyez la volonté de notre chef de l'État, vous dites, bon, je veux développer le Bénin, il faut qu'on ait le financement, etc. Peut-être que s'il avait la possibilité de dire à la Banque centrale, mais tiens, fais tout pour qu'on ait de l'argent, peut-être qu'il allait le faire. Donc, c'est pourquoi il faut construire des institutions très fortes et qui sont indépendantes des politiques pour qu'on puisse suivre la vision, pour qu'on n'ait pas des problèmes d'inflation dans notre pays. Créer une banque très forte. On a une banque centrale mais qui est indépendante des politiques et qui peut agir selon les critères techniques pour faire marcher l'économie et non selon ce que... Et selon vous, quels sont tout de suite les critères techniques que vous pouvez, qu'on peut aborder? Non, comme je vous l'ai dit, il faut l'indépendance de la Banque centrale. Et puis, peut-être, la Banque centrale peut toujours continuer à contrôler l'inflation, mais à des moments donnés, peut dire, bon, je vais relâcher un peu pour pouvoir permettre la création d'emplois, les investissements, etc. Mais il faut que la banque soit indépendante des politiques. Sinon, ceux-ci vont les manipuler et puis on risque de déraper. Alors, professeur Lonkou, est-ce que, vu aujourd'hui l'État, les pays africains, surtout ceux de l'espace UEMOA aujourd'hui, est-ce qu'il y a espoir que le développement durable est envisageable, c'est-à-dire est sur la bonne voie?
Oui, bon, quand on parle de développement durable, on définit le développement durable comme un développement qui permet aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans hypothéquer la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Et effectivement, la dette rentre dans ce créneau-là parce que quand vous vous endettez, surtout sur le long terme, ce n'est pas vous qui payez, mais c'est d'autres générations qui paient. Maintenant, si vous faites des investissements productifs qui vont permettre à ces générations-là d'avoir les capacités de payer la dette après, c'est-à-dire vous vous endettez, mais vous investissez dans l'éducation. Donc ceux qui sont nés aujourd'hui ou bien qui vont naître demain vont profiter de cette éducation-là, ou bien des infrastructures qui vont durer sur le long terme. Là, ça permet à la génération suivante d'avoir les capacités de payer la dette et de continuer à vivre au moins au même niveau que vous, ou de façon où ils vont avoir un niveau de vie plus élevé. Et là, on est dans le cadre du développement durable. Et c'est pourquoi le contrôle de la dette aussi est un aspect extrêmement important du développement durable. Parce que si vous vous endettez et vous dilapidez l'argent à travers la corruption ou bien à travers les investissements non rentables, c'est que les générations qui viennent ne vont rien avoir et pourtant seront obligées de payer cette dette-là. Et à partir du moment où vont vivre à un niveau de développement moins élevé que vous. Et c'est pourquoi la dette est au cœur du développement durable. De l'obligation de mener une lutte farouche contre la corruption, comme cela sans une lutte sans merci contre la corruption, parce que ça constitue des frais pour le développement durable. Oui, absolument. Évidemment, quand vous empruntez et qu'une partie repart en Europe et que ça ne sert pas le développement, là, les générations qui viennent ne vont pas bénéficier de ça. Parce que vous n'investissez pas dans des infrastructures durables, dans la santé, dans l'éducation, de telle sorte que les générations qui viennent aient les capacités de pouvoir payer la dette et de continuer à bien vivre. Très bien. Alors, à Dakar, les chefs d'État et de gouvernement ont également évoqué l'aspect, ça a été d'ailleurs le principal motif de leur réunion, de cette session extraordinaire, le financement c'est-à-dire le rassemblement de fonds pour une lutte farouche contre le terrorisme. Monsieur le professeur, le terrorisme, vous l'avez dit, ça fait partie des problèmes que rencontrent les pays aujourd'hui. Et plus de 500 milliards sont prévus pour cette lutte. Et à Dakar, les pays de fond, de tête du G5 ont été donc invités à débourser beaucoup de sous. Professeur Loncourt, votre avis par rapport à cet aspect? Oui, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le terrorisme, c'est un facteur de risque extrêmement important. Parce que ça fait déplacement des populations, ça fait mise en danger des investissements, et puis ça fait en sorte que l'environnement est globalement risqué. Et ça va nous obliger à avoir des dettes de court terme et à des taux élevés. Donc, lutter contre le terrorisme, c'est nous permettre aussi de lutter contre le risque. Vous voyez. Maintenant, ils ont mobilisé de l'argent pour ça. Maintenant, il reste la question de coordination. De telle sorte que on évite cela. Mais parce que ce qui est marrant dans le système, c'est à l'intérieur des pays même où les citoyens se lèvent pour pouvoir nourrir le terrorisme. Et parfois, les causes sont fondamentalement économiques, c'est-à-dire l'inégalité d'accès au développement. Quand nous développons nos pays, par exemple, il faut que toutes les zones aient accès au développement et que des zones ne se sentent pas lésées. Quand vous voyez, par exemple, ce qui se passe au Mali, c'est le nord du Mali. Quand vous parlez du Burkina, c'est une partie de la population, les Peuls et autres. Donc, quand vous voyez ça, je me demande, la lutte dont on parle, si on n'y inclut pas ce qu'on peut appeler le développement inclusif, développer ces zones-là pour que les gens ne soient pas happés ou bien
tentés par le terrorisme, je crois que ce serait une bonne chose. Mais il va sans dire que tel qu'il y a l'insécurité maintenant, si on ne règle pas ce problème, on ne peut même pas parler de développement inclusif. Donc, il faut anticiper, prendre les coraux par les cordes. Et pensez-vous que cette lutte, au regard de ce qui se fait aujourd'hui, on peut toujours espérer, il y a toujours de l'espoir? Je ne suis pas expert dans le domaine, mais chaque fois j'entends qu'il y a des morts, etc., ce qui veut dire que les résultats que nous avons jusque-là ne sont pas de bons résultats. Et que peut-être il faut revoir la lutte avec les spécialistes, avec un certain nombre d'acteurs pour que la lutte soit plus efficace. C'est tout ce que je peux dire, puisque je ne suis pas un spécialiste de la sécurité ou du terrorisme. Très bien. Professeur Loncourt, en un mot, le développement, les dettes et développement durable, les deux, comment les deux vont de pair, ou comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux terminologies? Oui, je vous ai déjà dit que les deux vont de pair, parce que le président parlait tout à l'heure des projets de long terme. Alors, les projets de long terme, ce n'est pas nécessairement pour la génération présente, c'est pour les générations futures. Maintenant, si la dette permet des financements efficaces, des financements qui permettent de maintenir la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins, ce serait une bonne dette compatible avec le développement durable. Mais par contre, si nous avons des dettes de court terme que nous consommons dans des projets qui ne sont pas directement productifs, qui sont pour le prestige, on aura hypothéqué l'avenir des générations futures parce que ce sont elles qui devront payer des dettes dont elles ne bénéficieront pas. Et là, ça fait un gros problème. Donc, il faut, chaque fois que nous voulons nous endetter, savoir que nous le faisons dans le cadre du développement durable. D'accord. Professeur Loncourt, merci d'être venu ici sur ce plateau. Votre mot de fin sur l'émission Entretien de ce jour? Oui, bon, c'est intéressant. Je crois que en général, il faut éduquer économiquement la population. Là, quand nos dirigeants parlent, nos chefs d'État, nos ministres, que les gens comprennent la teneur et qu'ils fassent des critiques constructives ou bien les suivent, les applaudissent. Nous avons décrypté le discours du chef de l'État et nous avons vu que c'est un discours qui tient, mais qui a des aspects qu'on peut améliorer et que nous prions le chef de l'État de donner suite à son discours à l'intérieur du pays où les taux d'intérêt semblent encore trop élevés par rapport à ce qui doit être pour qu'on ait un développement privé durable. Parce que on est dans la durabilité, à l'heure de la durabilité, et avec les taux d'intérêt que nous avons au Bénin, le développement n'est pas soutenable. C'est faux, ça c'est votre avis. Oui. Ça c'est votre avis. Le président a dit, avec des taux de 5%, on ne peut pas se développer. Et à l'intérieur, les taux usuraient de 15%, de 24%. C'est pire, non? Donc, on ne peut pas se développer avec ça. Et je sais que le chef de l'État a la volonté de donner suite à son discours à l'intérieur. Et c'est maintenant de trouver les mécanismes au niveau de l'UEMOA, au niveau de la BCAO, pour savoir comment faire pour que les taux baissent pour les opérateurs privés. Parce qu'ils constituent une composante essentielle du développement durable. Je vous ai dit que le budget, quand vous voyez le financement par l'État, ça fait 20-25% du PIB. Ça veut dire que le reste, ce sont les privés. Donc à partir de ce moment, si ce privé-là n'a pas la capacité de financer et que l'État même, en voulant investir, en mobilisant des sous, en mobilisant de l'argent sur le marché local, évince même le secteur privé parce que si l'État lui-même il a déjà des taux de 6 à 7%,
et que la banque sait que si je prête à un privé à 10%, il y a le risque qu'il ne me rembourse pas, alors que l'État, c'est celui qui va me rembourser, les banques vont diriger leur prêt vers l'État et le secteur privé ne pourra pas investir et le secteur privé sera ainsi évincé du marché. Donc à partir de ce moment, comme le chef de l'État l'a dit, il faut qu'on trouve des mécanismes novateurs de financement et qu'il n'y ait pas un conflit excessif entre le secteur privé et l'État pour le financement du développement. Et il faut qu'on trouve des mécanismes aussi pour que les taux d'intérêt baissent dans le mois de façon générale. D'accord. Merci à vous, professeur Albert Lonko. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université d'Abomey-Calavi, maître de conférences agrégé. Vous êtes c'était notre invité. Avec vous, nous avons parlé du développement durable et de la dette. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Entretien ce dimanche. À dimanche prochain. Bon repos dominical à vous tous.